Les éditions de La Loupe, spécialistes des livres en gros caractères, vous apportent un confort de lecture avec une sélection rigoureuse parmi les nouveautés littéraires. Romans, témoignages, essais, aventures, le fonds éditorial compte plus de 700 titres. Renseignements et informations au 04 78 47 27 02 et sur internet éditiondelaloupe.com. Les éditions de La Loupe vous proposent l'émission Nous avons lu pour vous. Bonjour Sybille Dacremont. Bonjour Delphine. Nous avons lu pour vous 4 livres. De quel livre allez-vous nous parler, Sybille, aujourd'hui ? Un roman d'Alexandre Duyck, Avec toi je ne crains rien, et Le cratère d'Ariel Buteau. Et vous ? Donc moi, je vais vous parler de 2 livres de la rentrée littéraire qui sont des biographies, en fait. Donc je vais commencer. C'est un fait divers au départ. Voilà. Donc le 13 juillet 2017, à 2615 mètres d'altitude, le glacier de Saint-Fleuron, dans le massif des Diablerets, qui domine le Valais en Suisse, libère 2 corps momifiés. Celui de Francine et Marcelin Dumoulin, partis le 15 août 1942 sur le chemin de l'alpage pour voir leurs vaches. Plus de 12 heures de marche, 4000 mètres de dénivelé, un énorme glacier à traverser, ces montagnards n'ont vraiment peur de rien. Ils ont prévu de rentrer le lendemain et laissent leurs enfants, comme ça se faisait à l'époque, sous la responsabilité de l'aîné qui a 12 ans et d'une voisine. À Savièse, Marcelin, 40 ans, est cordonnier et Francine, 37 ans, institutrice. Lui allait régulièrement dans les estives. Pour elle, c'était la première fois. Ils ne reviendront pas, laissant leurs 5 fils et 2 filles face à un deuil impossible. Les enfants seront séparés et placés dans des familles avec plus ou moins de bonheur. Adieu les projets d'éducation et d'avenir qu'avaient leurs parents pour eux. De plus, ils devront vivre avec une rumeur persistante qui dit que leurs parents les ont abandonnés et sont partis refaire leur vie ailleurs. La montagne prend souvent son temps pour rendre ses prises. Elle mettra 75 ans à rendre le jeune couple. Entre-temps, avec le réchauffement climatique, le glacier a perdu 45 mètres d'épaisseur, c'est-à-dire l'équivalent d'un immeuble de 15 étages, et il s'est replié de 200 mètres. L'info avait fait le tour du monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'émotion de 2 très vieilles dames, uniques survivantes de la fratrie, heureuses de faire enfin leur deuil et de donner une sépulture à leurs parents. Donc voilà pour la réalité. Alexandre Duyck est journaliste, auteur et enseignant. Il travaille notamment pour M, le magazine du Monde. Avec l'accord et l'aide de la famille Dumoulin, il décide de reconstituer leur histoire dans un roman d'une délicatesse absolue. Donc ce roman s'intitule « Avec toi je ne crains rien », sorti en avril 2024 chez Actes Sud. Alors évidemment, même si l'auteur part de ce fait divers, il s'agit tout de même d'un roman avec une part de réalité et des inventions. Pour le roman, Marcelin et Francine sont devenus Joseph et Louise héritiers. Ils s'aiment, même s'ils ne le disent pas. Cela se ressent dans tous leurs gestes du quotidien, plein de bienveillance l'un envers l'autre. Joseph est allé chercher Louise dans un autre village, une autre vallée même, ce qui est carrément excentrique à l'époque. Leur maison est appelée la Maison du Bonheur. Ensemble, ils auront 4 enfants. Par goût de la solitude et des hauteurs, Joseph aime aller parfois dans un alpage, dans son chalet d'alpage en fait. Et un jour, Louise exige de l'accompagner. La demande est insensée pour une jeune femme qui ne sait rien de la marche sur une pente aussi raide. Joseph cède. Louise est bouleversée par la splendeur de la montagne, apaisée par le calme qui y règne, loin de l'agitation de la vie de tous les jours au village. Ils partent un peu tard. Louise ralentit le pas de son mari malgré elle, et le mauvais temps va se lever trop vite. L'épuisement gagne Louise, et la découverte idyllique se transforme rapidement en cauchemar face à une montagne féroce et glaciale. Comme le disait si justement l'alpiniste Reinhold Messner, la montagne n'est ni juste ni injuste, elle est dangereuse. Je vais vous lire un petit extrait, page 93. En Suisse, comme à Chamonix, dans les Dolomites comme au fond du Tyrol autrichien, la montagne a vite fait de combler les espaces encore vides des cimetières. Par ici, chaque famille possède ses morts, pas moins glorieux que ceux du champ de bataille. Des enfants glissent, des hommes se perdent, des imprudents se penchent trop près du vide, une avalanche déboule, des inconscients partent trop tard, des corps tombent, se blessent, appellent au secours avant de s'endormir. Voilà, c'est la loi de la montagne. C'est un remarquable roman dans lequel l'auteur imagine la vie du couple avant le drame, qui s'intéresse à celle des enfants après le drame, et où il est question d'amour conjugal, fraternel, de processus de deuil, de femmes fortes. On a le portrait de la mère de Louise à Ernestine, qui était partie chercher sa voie en Californie. Voilà, donc c'est quand même extraordinaire à l'époque. On découvre également la vie dans un petit village suisse au début des années 40, avec la guerre qui gronde à ses portes, mais chez eux ça ne se ressent pas. Une écriture poétique et sobre qui décrit les émotions comme les paysages, et cette montagne, bien sûr, personnage à part entière. Magnifique roman, c'est vraiment un gros coup de cœur. Je change de sujet. Merci Sybille. Moi, je vais maintenant vous parler d'un autre roman qui nous parle aussi de deuil. Donc, il y a des connexions avec le premier roman dont tu viens de parler, dont vous venez de parler. Alors, je vais vous parler de Alors c'est bien de Clémentine Mélois, édité dans la collection L'Arbalète chez Gallimard,
qui a été publié en août 2024. Je vous propose de découvrir les premiers mots de ce livre. « Il faut que je raconte cette histoire tant qu'il me reste de la peinture bleue sur les mains. Elle finira par disparaître, et j'ai peur que les souvenirs s'en aillent avec elle, comme un rêve qui s'échappe au réveil et qu'on ne peut retenir. » Ce court texte, donc de 200 pages, de Clémentine Mélois, est un hommage à Bernard Mélois, son père, décédé récemment. Cette écrivaine est une artiste plasticienne, elle est membre de l'Oulipo. Son père était aussi artiste, sculpteur, il crée des montages spectaculaires en soudant des objets récupérés. Un père qui lui a transmis un humour fantaisiste qui apparaît dans ce livre. Ce que j'ai apprécié à cette lecture, c'est la leçon de vie que l'écrivaine nous propose en parlant des derniers jours passés aux côtés de son père. La mort n'est pas triste. Un texte plein de joie, de rire, qui s'appuie sur des souvenirs d'enfance, mais aussi sur le récit de l'enterrement. L'art envahit tout dans cette famille, et même la préparation du cercueil, qui devient une œuvre d'art peinte en bleu, d'où les mains bleues au début du roman. Ce qui est étonnant, c'est, sans avoir un proche artiste, on aimerait s'identifier au chemin du deuil que choisit Clémentine Mélois. La voix du père alterne avec le récit. Elle nous offre quelques pages des carnets retrouvés après sa mort. Par exemple, « J'ai eu une belle vie et je vais avoir une belle mort. Je n'ai aucune appréhension de la mort. Tu sais, la seule chose qui m'inquiète, c'est que vous soyez triste. Mais on a toujours du chagrin quand quelqu'un meurt. C'est la vie. » Un livre sur la transmission, bien sûr. Une écriture originale sur le deuil avec un humour sensible qui fait passer du rire aux larmes. C'est en fait la biographie aussi de son père qui nous permet de découvrir ses obsessions, ses choix et finalement son œuvre. Sont décrits les lieux qui inspirent sa création, les souvenirs de Clémentine petite fille alternent avec des descriptions poétiques liées aux objets du quotidien. On découvre des situations insolites où la famille est centrée sur la collecte et la recherche d'émail pour remplir l'atelier du sculpteur. C'est un livre hommage pour garder les moments vécus avec un père malade qui restait créatif dans sa joie de vivre jusqu'au bout avec ses proches. Le titre vient de « Alors c'est bien », les derniers mots du livre et en fait les derniers mots prononcés par son père. C'était ma première lecture de cette écrivaine et j'ai ensuite lu Dehors la tempête, qui est un hommage aux livres qui ont construit Clémentine Mélois, très amusant. Elle s'approprie les livres et elle a aussi écrit un livre issu de listes de courses qu'elle a trouvées dans la rue, où elle invente des histoires à partir de listes de courses. Donc je vous conseille vivement ce livre, à la fois triste et parfois un peu joyeux. Merci. Donc je continue avec plutôt les non-dits dans la famille. Ariel Buteau est écrivain, elle est journaliste et musicienne, pianiste et altiste. Après 27 ans passés à France Musique, où ses émissions publiques ont permis à des milliers de musiciens de se rencontrer, elle se consacre à l'écriture. Son roman Le Cratère, sorti en mars 2024 aux éditions Sabine Vespizer, a reçu le prix littéraire de la Closerie des Lilas. Aurore, le personnage principal, a 11 ans. C'est une petite fille très gaie, un rayon de soleil, très énergique. Elle a 2 frères, Lucas, de 2 ans son aîné, et Valentin qui est plus jeune. Lucas vit depuis 10 ans chez ses grands-parents maternels, dans une maison au bord de la mer, à Cherbourg, à l'abri des regards. Le reste de la famille vit dans un pavillon cossu près de Paris. Cela ne les empêche pas de se voir souvent le week-end. Mais malgré tout, Valentin, le petit frère, pense que Lucas est l'enfant de ses grands-parents et non son frère. Lucas est un enfant différent. Il ne parle pas, ne marche pas, il est toujours couché. Lucas est handicapé, lourdement handicapé, mais ce mot n'est jamais prononcé, par personne, ni les parents, ni les grands-parents. Aurore est très protectrice avec Lucas, elle aime son grand frère d'un amour fou. Elle s'est mis dans la tête que Lucas serait guéri lorsqu'il aurait 15 ans. Elle y croit dur comme fer, et personne ne l'a détrompé. Je vais vous lire un petit extrait, page 17. Le regard d'Aurore sur Lucas n'est pas celui des autres. Dans le monde tel que le perçoit une enfant de 11 ans, rien n'est sans espoir, rien n'est irrémédiable, sauf la mort. Mais qui pense à la mort à 11 ans ? Aurore ne se lasse pas de raconter à son frère ce qu'ils feront ensemble lorsqu'il aura 15 ans. Il sera guéri, il reviendra vivre à la maison, ils fréquenteront le même collège où ils iront en bus. Elle lui présentera ses amis en attendant qu'il se fasse les siens. Elle espère qu'il voudra bien s'inscrire à l'atelier théâtre, où on manque toujours de garçons. Elle lui souhaite de ne pas avoir Monsieur Collinet en maths, c'est une vraie peau de vache. Les bavardages d'Aurore sont pour Lucas une mélodie dont il distingue les mots sans toujours en saisir le sens. Comment pourrait-il avoir idée de ce qu'est un bus, un cours de maths ou un atelier théâtre ? Il ne connaît que ce qu'il voit, toujours couché, un coup à droite, un coup à gauche. Ce handicap, on n'en parle pas, comme si éviter le sujet l'empêchait d'exister.
Mais quand Lucas atteint ses 15 ans, elle ne guérit pas. Et un jour, juste après son cours de piano, un jeudi banal, Aurore apprend que Lucas est mort. Je vais vous lire un second extrait, page 71. Ses parents ont menti. Il n'a pas guéri à 15 ans. 15 ans sera pour toujours l'âge de sa mort. Est-ce qu'on guérit quand on est mort ? Sa mère a dit que Lucas ne souffrirait plus et qu'elle en était soulagée. Pourquoi son père est-il si malheureux que Lucas ne souffre plus ? Trop de questions, pas de réponses, ou alors pas les bonnes. Voilà, donc dans le cœur et la vie d'Aurore s'ouvre un cratère, le titre. C'est la fin de son enfance et de son insouciance. Je ne vous en dis pas plus, il va falloir qu'Aurore se reconstruise, apprenne à vivre sans son frère et devienne une femme, peut-être un jour une mère, et surtout qu'elle fasse son deuil, seule, de son côté. Je vous engage vivement à lire ce court récit de 127 pages. C'est beau et délicat, bouleversant et illuminé par cet amour fraternel. Comme le dit Aurore, il n'y a pas de mots pour nommer quelqu'un qui a perdu son enfant ou son frère. Ce récit parle des non-dits, des secrets de famille, de leur impact sur les autres, du deuil différent en fonction de chaque personne. C'est un récit sur le silence installé entre les membres d'une même famille qui nous montre des parents bien démunis. Voilà, donc moi je vous ai proposé 2 romans qui sont à la fois tristes et lumineux et j'ai un gros coup de cœur pour les 2. Delphine, c'est à vous. Merci Sybille, très émouvant, ça a l'air très émouvant ce dernier roman. Je vais maintenant vous parler de L'invisible Madame Orwell, qui a été écrit par Anna Funder, édité aux éditions Héloïse d'Ormesson. C'est une biographie pour réhabiliter la femme de George Orwell, Eileen O'Shaughnessy, et pardonnez-moi pour ma prononciation. Eileen est née en 1905 et décédée en 1945, alors que les dates de vie de George Orwell sont 1903-1950. Ce livre a été écrit par une écrivaine australienne, avocate. Avant de vivre de ses écrits, elle a reçu plusieurs prix anglo-saxons pour ses nombreux livres. C'est parce qu'elle apprécie l'œuvre de George Orwell que Anna Funder découvre la femme derrière l'écrivain. En partant de la correspondance d'Eileen avec sa meilleure amie, qu'on a récemment découvert, elle a décidé de faire vivre celle de l'ombre. Elle démonte les biographies qui ont été publiées sur George Orwell, où cette femme n'apparaît pas. C'est un texte féministe où la biographie disparaît souvent au profit de réflexions sur la vie de l'auteur, qui est une femme mariée, mère d'adolescents. Et elle décrit la charge mentale qui persiste à l'entraver malgré son obsession de l'égalité avec son mari. Elle constate la difficulté pour les femmes d'écrire tout en assurant les tâches ménagères. Sa théorie fait écho à la vie d'Eileen, qui s'est occupée de la vie matérielle du couple, Orwell, tout en corrigeant les manuscrits et en étant la conseillère littéraire pour George. Et elle nous décrit l'influence que Eileen a eue dans l'écriture de La ferme des animaux. C'est un livre donc sur la condition des femmes à la fois à notre époque et à la fois à l'époque de George Orwell. C'est une biographie sur l'invisible Madame Orwell, mais l'autrice est obligée de s'appuyer sur la vie de George Orwell. Elle raconte les différentes étapes, les dates importantes de George Orwell, qui sont rythmées en fonction de ses publications et de ses engagements. George Orwell est présenté ici comme misogyne et parfois très maltraitant avec les femmes, alors que Eileen est décrite comme attentive aux autres et engagée au service du bien-être et de la créativité de son époux. Il y a beaucoup à dire sur ce livre de près de 500 pages. Je retiens une période très intéressante qui est le moment où les époux Orwell s'engagent dans la guerre civile en Espagne aux côtés des communistes. Lui sur le terrain avec les milices au combat et elle en tant qu'assistante du chef du parti travailliste indépendant à Barcelone. En fait, elle organise la logistique des hommes partis au combat, l'approvisionnement, les communications, les opérations bancaires. Elle travaille également au département de la propagande en produisant un journal et une émission de radio. Pour résumer, cette biographie documentée avec de nombreux extraits des textes des protagonistes est passionnante. Elle nous fait découvrir la vie d'un écrivain qui est devenu célèbre. Et donc on est au début du XXe siècle et on découvre la création de George Orwell à l'intérieur de la vie de ce couple. Donc je vous ai présenté 2 livres. Je vous ai présenté Alors c'est bien de Clémentine Mélois, puis L'invisible Madame Orwell de Anna Funder. Et Sybille, vous nous avez présenté Avec toi, je ne crains rien d'Alexandre Duic et Le cratère d'Ariel Buteau. Bonne lecture à tous. Les éditions de La Loupe vous ont présenté « Nous avons lu pour vous ».